Okay, I think that's my cue. Bien, je crois que c'est l'heure. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée à tous, selon où vous vous trouvez dans le monde. Merci de nous rejoindre aujourd'hui et une chaleureuse bienvenue pour notre série de webinaires pour les sociétés de services par GWOPA, UNPA et GIZ de la part du gouvernement allemand pour la coopération économique. Je suis Anna, je travaille pour GIZ et j'ai le plaisir d'inaugurer la séance d'aujourd'hui. Et avant de plonger, vous remarquerez que nous sommes passés à une nouvelle plateforme Interaction. Nous espérons que vous l'appréciez. Je vais partager quelques caractéristiques. Vous pouvez choisir en haut la langue préférée. Alors, choisissez toujours votre chaîne et Laurent, en français, vous traduira le webinaire. Si vous souhaitez intervenir, pressez en bas à gauche pour lever la main et lorsque vous êtes prêt à parler, appuyez sur le micro et une fois que ça devient rouge, vous avez la possibilité de parler. Si vous avez des questions pour les intervenants, vous avez en haut à droite le bouton, la boîte chat. Nous vous rappelons que cette séance est enregistrée et si vous ne voulez pas être enregistré, alors quittez la séance, mais vous en faites pas parce que cet enregistrement sera partagé après cette séance. Donc, nous avons 9 intervenants aujourd'hui avec nous. Et merci en particulier de nous en rejoindre. Je vais passer la parole à Julie Perkins, qui est donc notre fonctionnaire en charge du secrétariat de GWOPA. Vous présentez la séance. Merci, vous m'entendez bien? Demande Julie. Oui, parfaitement. Merci, Anna. C'est merveilleux d'être de retour ici avec vous pour cette première séance, pour cette nouvelle saison de webinaire. L'année dernière, on parlait de la COVID Challenge et aujourd'hui, on conduit vers le congrès Global GWOPA en octobre et l'un des sujets, c'est le changement climatique qui est dans nos visages et dans nos vies. Et on va examiner comment les sociétés prennent des actions face à ce changement climatique pour se préparer aux conséquences inévitables. Donc, nous allons parler d'un certain nombre d'opérateurs de l'eau, comment répondre aux catastrophes climatiques et quelles sont les conséquences pour leur personnel et leur fonctionnement. Cet événement discutera aussi qui soutient la réponse aux opérateurs de l'eau. Avant de commencer, voilà, j'aimerais remercier la GIZ et nos partenaires toujours impliqués et de nouveaux partenaires pour cette série de webinaires pour Aqua, la WSUP, et toutes les plateformes et sociétés régionales qui participent aujourd'hui. Comme on l'a dit auparavant, eh bien, nous aurons notre 4e congrès global qui aura lieu de 18 au 29 octobre en ligne en Allemagne, à Bonn. Ouvert à tous, ça va être génial. Nous vous encourageons à participer non seulement dans les séances aujourd'hui, mais en octobre. Et les discussions que nous menons ici contribuent à mieux comprendre et à mieux construire le programme pour ce congrès d'octobre. Et nous vous invitons à nous rejoindre sur la diapo suivante. Bon, je ne vais pas présenter les intervenants individuellement, je vais laisser cela à Ruben, mais vous dire d'où ils viennent. Ils viennent de différentes parties du monde à différentes heures. C'est génial d'avoir une telle
étendue et variété de sociétés, de partenaires du monde entier. Maintenant, j'aimerais vous présenter notre intervenant, John Matthews, directeur général de l'Alliance pour l'adaptation au global AGOA. Et c'est un réseau global qui se développe pour guider la résilience au changement climatique. Il travaille à cette adaptation du point de vue technique et mise en œuvre technique. Il va nous parler de la résilience dans les sociétés. Alors, merci. Donc, les sociétés résilientes, des eaux résilientes. Est-ce que vous m'entendez bien? Demande John. John Matthews. Je suis très heureux d'avoir été invité par Joe Wopa, de vous parler aujourd'hui. Je suis très heureux de parler à des gens de manière très pratique, à des gens qui au quotidien ont affaire à des questions pragmatiques et qui gèrent des situations. Comme je l'ai dit, AGOA est un réseau global de professionnels de l'eau qui réfléchit sur comment mieux incorporer les perspectives au changement climatique dans leur propre travail. Je vais me centrer sur l'adaptation. C'est assez nouveau pour nous tous dans le monde. Et je dois dire, je crois que j'ai visité chacun des pays qui vont présenter des cas et des intervenants. C'est génial. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, une citation qui capture la vision. Nous construisons des choses qui durent 300 ans. Les infrastructures, bon, c'est vraiment critique. Si l'on parle, ou l'on pense au système d'alimentation des eaux de Londres, elle remonte au XVIIe siècle. Lahore, une ville dont nous allons entendre parler, c'est un réseau qui est vieux de milliers d'années. Les décisions que nous prenons avec les sociétés de l'eau auront des implications qui vont dépasser bien plus qu'une décennie, mais probablement des siècles. Et non, il faut penser à cette perspective à long terme. Lorsque l'on parle du changement climatique, le climat va continuer à changer, quels que soient les résultats de la conférence de Paris. Donc, l'approche traditionnelle qui a été utilisée depuis 150 ans a été que les décisions sont prises qui proviennent de la tradition britannique, commencent avec quelqu'un à très haut niveau, un politique, qui définit un besoin, un problème de manière assez étroite. On a besoin d'eau pour cette partie du pays ou de la ville. Et cela est transmis à un analyste technique, un ingénieur la plupart du temps. Cet analyste peut développer une évaluation des risques et une solution unique est développée et présentée aux usagers, aux acteurs de la communauté. Et il y a beaucoup d'insatisfaction avec ce modèle. Ça fait très longtemps que cela se passe et on voit que les usagers et les acteurs ne sont pas heureux avec les décisions prises par les politiques. C'est souvent beaucoup trop étroit comme approche. Le changement climatique va conduire à un certain nombre de limites, de contraintes. Il faut pas penser également à l'urbanisation, au changement politique, démographique et à des changements majeurs dans le fonctionnement des structures économiques. Et cela demande une approche beaucoup plus large. Et je crois qu'il y a une certaine conscience de cela, de comment on change cette approche du haut vers le bas, disons verticale. Dans les 15 dernières années, il y a eu un changement assez significatif pour, disons, penser à comment impliquer les usagers et les parties prenantes et les acteurs. Voilà, il s'agit de changer vraiment
là où le preneur de décision intervient et le rôle de l'ingénieur en particulier va changer. Ce qu'on voit dans de nombreux pays aujourd'hui, c'est que les analystes techniques, qui sont typiquement des ingénieurs, c'est quelqu'un qui est impliqué très tôt dans le processus pour communiquer avec les usagers et les parties prenantes pour partager une vision et des objectifs. Pour que eux articulent un besoin et que l'analyste traduise cela dans un langage de gestion de l'eau. En termes pratiques, il s'agit de développer un certain nombre de solutions, pas une seule solution, et on peut comparer ces différentes solutions en se basant sur leur caractère, sur leur adéquation ou pas, selon le changement climatique. Évidemment que le décideur politique est impliqué, mais il va faire un choix en se basant sur peut-être la faisabilité politique, les coûts, et on va peut-être devoir séquencer un certain nombre de ces solutions. Le plus fondamental, en fait, c'est de préparer une vision plus complexe du futur, négocier un certain nombre de choses sur un certain nombre de questions. Ces approches bottom-up sont assez nouvelles. La première méthodologie qui a été pensée pour les usagers pratiques est apparue en 2015 par la Banque mondiale. C'est sur la base de l'arbre. Et j'ai été impliqué là-dedans en 2018. Un guide a suivi, CRIDA, qui est une analyse de décision de risque climatique informé, et une firme d'engineering anglaise a développé une méthodologie dans laquelle j'étais également impliqué. La GIZ a embrassé cela profondément. En particulier, la Banque mondiale a articulé différentes conséquences de ce cadre, en particulier pour les sociétés. C'est supposé être ici en bas de l'écran, mais et tout cela construit sur différentes approches, une vision à long terme et une combinaison d'approches qui seront clés pour l'adaptation, combinant des approches robustes. Alors, où voyons-nous des exemples typiquement? La Banque mondiale dans un certain nombre d'approches, dans un certain nombre de pays à cette étape. Crido, dans une base de test, c'était en Zambie, dans une partie difficile. Ce que je veux vous dire ici, c'est où les différentes visions, ce que nous dit cette approche bottom-up à Lusaka, avec un des ministres sur place, l'une des idées était que les impacts climatiques n'étaient pas sur le système d'emmagasinage de l'eau, de stockage de l'eau, mais sur la grille électrique. Et la diversification des sources d'énergie, de manière à ce qu'elle soit moins influencée par le climat et des systèmes de backup, c'est critique à Lusaka. En Californie, c'est un État qui, le département de ressources aquifères, a vu une tendance qui est assez diffusée dans le monde. Nous avons des neiges en altitude qui fournissent de l'eau. Malheureusement, le changement climatique fait qu'elles disparaissent parfois et qu'on peut moins s'en fier. Et parfois, il y a même des conditions d'inondation. C'est le cas en Californie. Depuis 100 ans, pratiquement toute l'eau a été stockée dans de la neige. Et la transition que la Californie commence à explorer, c'est d'utiliser de l'eau souterraine pour la stocker en utilisant des systèmes d'infiltration passifs et pouvoir l'utiliser comme système d'alimentation urbaine. Donc, on passe d'eau emmagasinée en altitude de manière gelée à
a donc un réservoir d'eau souterraine. Ça, c'est un exemple de Thaïlande, la deuxième plus grande ville après Bangkok. C'est une ville commerciale majeure, en particulier entre la Chine et la Thaïlande et sur le Mekong aussi. Donc, c'est vraiment une plateforme commerciale. Et ici, ils ont une approche assez différente que la méthodologie présentée antérieurement. On voit les sociétés elles-mêmes et également d'autres secteurs qui sont impliqués et qui sont reliés à la génération d'énergie, l'agriculture, l'hydraulique, en considérant l'augmentation des inondations et des sécheresses. Et ils ont une approche profondément résiliente. Ils tentent de développer un certain nombre de lacs et d'eau humide qu'on appelle ville éponge en Chine pour tempérer les changements, non seulement entre les sécheresses et les inondations, mais entre les institutions et les secteurs. Je crois qu'ils sont dans une étape de mise en œuvre finale de ce système et c'est une idée qui est vraiment venue de cette approche bottom-up et de l'engagement des partenaires, des parties prenantes. Et j'espère que vous allez tous nous rejoindre, à quoi un certain nombre de newsletters de politique. Et nous vous invitons, nous sommes une communauté de pratique et nous sommes très heureux de construire des partenariats. Et maintenant, je suppose que je dois passer la parole à Ruben. J'aimerais présenter Ruben Sipuma, qui est un ingénieur et qui gère le programme d'eau et d'assainissement pour les pauvres urbains. C'est une excellente organisation. Il a 20 ans d'expérience et depuis 3 ans et demi, il travaille avec la compagnie d'eau et d'assainissement contre la sécheresse. Merci beaucoup. Merci, John. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, nous vous entendons, monsieur. Bien. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer directement. Nous allons commencer notre discussion et notre premier intervenant vient d'Afrique. C'est monsieur Gift Monde de la compagnie Southern Water and Sanitation Company de Choma en Zambie, province du sud de la Zambie. Monsieur Monde est le directeur général de la SWSC à Choma et s'agit d'une société locale qui dessert plus d'1 demi-million de personnes. Gift, est-ce que vous êtes là? Allô, Gift? Nous n'entendons pas. Ah, Gift, est-ce que vous êtes là? Apparemment, il est là, mais est-ce qu'on l'entend? Est-ce que vous m'entendez? Le son est un peu faible, malheureusement. J'ai déjà été présenté, donc je vais passer directement à mon intervention. Et donc, la société est basée dans la partie sud du pays, qui évidemment a tendance à souffrir de la sécheresse. La Zambie est dans la zone 1, dans la zone du changement climatique, et l'impact sur le sud du pays concerne les sécheresses. En 2019, de 1978 à 1998, les
précipitations sont diminuées pendant toute cette période. Et la projection, si quelqu'un me dit qu'en 2040, il y aura plus de pluie, je le croirais parce qu'en 2019, nous avons eu des précipitations très faibles et sur les 15 réservoirs que nous utilisons, eh bien, 7 ont complètement séché. Et la compagnie ne peut pas opérer sauf si on change ces réservoirs, ces barrages, et nous avons été suffisamment résilients parce que nous sommes allés dans le sous-sol, nous avons fait des forages, 4 forages, et cela nous a permis de soutenir l'alimentation et donc la compagnie. Heureusement, nous avons réussi à gérer cette sécheresse, et c'est ce qui nous a permis de changer aujourd'hui. Nous avons un partenariat très solide avec Wassa, qui est la compagnie locale. Et en 2019, nous avons déjà commencé ce partenariat avec eux. On a renforcé un programme de renforcement. Après 2019, on a changé sur quoi devions-nous nous centrer sur la résilience. Qu'avons-nous fait? Nous avons défini 5 piliers pour avancer, 5 piliers stratégiques. Je veux parler de 2 qui sont l'assainissement et la gestion des ressources en eau, les revenus, parce que en ce qui concerne l'assainissement, avec Wassa, nous avons réussi à faire une carte. L'assainissement était sous les autorités locales, les conseils, mais en 2020, le mandat a changé aux sociétés. Nous a attribué le mandat. Donc, depuis 2019, on a vu que c'était une opportunité pour nous pour économiser de l'eau souterraine. Avant 2018, la construction d'assainissement n'était pas supervisée par les conseils et il y avait beaucoup de problèmes, surtout dans les zones à faible revenu, où justement la contamination potentielle est forte. Et justement, avec la COVID, on a vu cela, et avec ce pilier, nous avons géré et les différents types, les options d'assainissement dont nous disposons en ce moment, celles qui existent, et après donc le mapping, on a développé un plan stratégique d'assainissement. Dans ce plan stratégique pour l'assainissement, nous avons inscrit un Memorandum of Understanding, un MOU, qui devait être signé avec les autorités locales, et ce qui allait introduire de la transparence chez les autorités locales pour le développement des infrastructures d'assainissement, mais aussi du levier pour notre société pour pouvoir superviser la construction sur place de ces infrastructures d'assainissement. Donc c'était une opportunité, les MOU ont été signés, les autorités locales développent aujourd'hui, on parle de 13 conseils qui développent des règlements qui seront utilisés pour renforcer la supervision de la construction des infrastructures d'assainissement pour protéger les eaux souterraines. Tout cela avec la Wassa. Grâce à ce plan stratégique qui est développé, on pilote donc l'investissement à Livingstone, qui comprend les projets pilotes, la gestion, le traitement des eaux usées, des boues,
pour éviter la contamination des eaux souterraines. Nous avons des équipes de sécurité qui sont multisectorielles et qui nous permettent de protéger les sources, les bassins versants. Nous avons planté des arbres dans ces zones parce que c'est aussi un problème dans notre pays parce qu'il y a la production de charbon de bois. Donc nous plantons des arbres autour de ces bassins versants, de ces bassins. Et la documentation qu'on a développée avec WASA nous aide à attirer des investissements en termes d'adaptation climatique et de mitigation avec la plantation des arbres. Nous développons des infrastructures d'assainissement dans les zones. Aujourd'hui, il y a un conseil qui nous a appelés, qui ont ouvert une zone à laquelle nous avons besoin de participer en termes de planification. Donc nous sommes dans un processus de retourner, si vous voulez, de changer en ce qui concerne les ressources et les forces que nous avons gagnées grâce au partenariat avec WASA. Ce qui est critique est de suivre ce processus pour que il y aura beaucoup de résistance d'autres acteurs, mais c'est fondamental que d'avoir l'implication des usagers sur le terrain et des acteurs. Merci de votre attention. Nous allons maintenant passer directement à l'Asie et nous commençons avec Pakistan, le réseau des opérateurs de l'eau du Pakistan. Nous avons Monsieur Saïd Zahid Aziz, qui est le directeur général du réseau d'opérateurs des eaux au Pakistan et qui est le directeur général de l'agence d'eau et d'assainissement WASA à Lahore au Pakistan. Donc c'est une société locale qui dessert plus de 20 millions de personnes et qui fait partie du réseau national de sociétés des eaux. Donc, Monsieur Aziz, vous avez la parole. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée à tous. Il est bon d'être avec des professionnels du monde entier. Au Pakistan, le changement climatique a affecté plus qu'ailleurs parce que nous dépendons de la fonte des neiges pour l'alimentation en eau et pour nos eaux potables. Nous avons besoin d'eau souterraine et l'eau souterraine dépend du flux des eaux de surface parce que celles-ci plongent dans le sol et alimentent les réserves. Donc voilà ce qu'on rencontre avec le changement climatique, un problème. Et il y a aussi des problèmes d'inondation, en particulier dans les zones urbaines, la mousson. Le phénomène de la mousson commence au début juillet jusqu'au 30 septembre. C'est une période de 3 mois. Et dans la ville de Lahore, cette période de 3 mois, eh bien, il y a des chutes de 600 mm. À cause du changement climatique, nous trouvons aujourd'hui que nous avons des précipitations de 300, 250 mm dans une journée particulière au lieu d'une période de 3 mois. Cela crée des challenges, des difficultés et, comme on l'a dit, les questions qui se posent. Les personnels, la réputation
du personnel est impliqué. On est en jeu. Donc, toutes ces choses, nous avons besoin de faire quelque chose à ce propos. Et le mieux, c'est d'agir. Sinon, comme on l'a dit, en ce qui concerne le leadership, donc la première chose, c'est les eaux souterraines. Et nous sommes en train de créer un système à Lahore, un système de réservoir pour emmagasiner l'eau provenant des eaux, des pluies de saison, parce que le taux d'infiltration à Lahore n'est pas très élevé. Donc, il vaut mieux effectivement emmagasiner, stocker de l'eau. Et l'eau qui arrive à une partie plus profonde et cette eau est utilisée pour l'irrigation. Donc, c'est la première expérience et ce projet est terminé aujourd'hui. Et cela appartient à un parc, une zone, sans compromettre l'utilisation des terres. Et maintenant, il y a plus d'eau. L'autre activité que nous faisons en partenariat dans la ville, nous avons un réservoir, donc le deuxième. Les mosquées dans la ville, les gens viennent prier et avant de prier, ils se lavent les mains, les pieds et font des ablutions. Donc, dans 200 mosquées dans la ville, nous avons des petits réservoirs pour pouvoir réaliser ces ablutions et on la réutilise pour l'irrigation des parcs, si nous comprenons bien, et le recyclage de l'eau utilisée pour nettoyer les automobiles. Et nous l'appliquons dans 200 points dans la ville. Et pour le contrôle de la pollution atmosphérique, eh bien, tous les samedis, le personnel va au bureau en vélo pour réduire les émissions de gaz de CO2 dans la ville. Donc, toutes ces choses contribuent. Un autre effet du changement climatique, c'est que les neiges, la fonte des neiges se réduit et le niveau des eaux souterraines diminue. Donc, nous pensons changer nos sources d'eau au lieu d'eau souterraine à des eaux de surface parce que l'irrigation dans la ville de Lahore et dans la province, avoir de l'eau des canaux d'irrigation, on l'utilisera pour de l'eau potable aussi et après on retournera l'eau dans les mêmes canaux pour ne pas retirer de l'eau du système d'irrigation. Bon, j'ai déjà passé mes 6 minutes de présentation et je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Aziz, pour cette merveilleuse présentation. Et maintenant, nous allons passer au Pacifique et en particulier au district d'Obayawan, aux Philippines. Et nous avons Madame Alma Abrasaldo, qui est directrice générale
du district d'eau Bayawan dans la ville de Bayawan aux Philippines. Bayawan est une société locale située dans la région côtière, mais près des montagnes aussi. Et Madame Abrasaldo va intervenir avec Monsieur Karl Kamstra, qui est directeur du projet de Waterworks, qui tente donc d'augmenter les résultats des sociétés des eaux aux Philippines. Et je crois que c'est monsieur qui va commencer, on l'entend très faiblement. Je parle des Philippines avec Madame Abrasaldo, qui est directrice générale de Bayawan Water District. Diapo suivante, s'il vous plaît. En 2020, Bayawan a été frappé par un typhon appelé Kinda, localement, qui a causé plus de 200 millilitres en une journée, ce qui normalement sont les précipitations pour un mois, est tombé en une journée. Et à cause de cela, de cette pluie, la station de traitement des eaux récemment construite a été affectée par l'inondation. Les tanks, les réservoirs, bon, c'était une station récemment construite, nouvelle, tous les équipements électriques ont été dévastés. C'est une situation unique parce que il y a toujours beaucoup de pluie aux Philippines, mais là, c'était vraiment inusuel, exceptionnel. Donc, ce que nous avons fait, et peut-être que Madame Alma peut partager ce que vous avez fait après le désastre. Donc, on n'entend pas Madame, nous ne l'entendons pas, elle est mutée. Madame Abrasaldo, nous ne vous entendons pas. Voilà, bonjour, bonjour, parfait. Bonjour à tous, oui. Karl parlait de l'inondation qui nous a frappé, qui a dévasté notre station d'épuration des eaux, de traitement des eaux. Donc, nous n'avons pas pu alimenter en eau nos clients pendant plusieurs mois. Nous avons tenté de trouver de l'aide et nous sommes vraiment reconnaissants de l'aide internationale que nous avons reçue pour restaurer, réparer la station que nous avons donc reconstruit à la surface. Monsieur Karl, peut-être qu'on peut montrer la diapo suivante. Voilà. Donc, vous voyez la station de traitement reconstruite. Auparavant, Bayawan a donc un camion-citerne qui fait le tour de ces montagnes, de ces villages. Mais à cause de la situation très éloignée, nous perdons Karl. Nous sommes désolés, mais nous ne l'entendons plus. D'ailleurs, nous ne le voyons plus non plus. Nous nous excusons, non, il est là, mais on le perd de temps à autre. Alors, il a peut-être quelques problèmes d'Internet. Madame Abrasaldo, vous souhaitez continuer? Oui. D'accord. Donc, nous avons pu reconstruire la station, comme vous le voyez sur la photo. On l'a construite plus haut et on a construit un deuxième sol pour installer les panneaux et l'installation électrique et les panneaux solaires
sont à 6 mètres du sol. On savait que cela permettrait une certaine sécurité pour ou contre la prochaine inondation. Et donc, nous avons pu inaugurer cette station le 15 avril avec les gens du village qui ont participé à la cérémonie. On leur a dit, on leur a expliqué comment l'eau allait être traitée pour qu'ils puissent l'utiliser. Cela leur donne aussi l'idée qu'ils font partie du projet en protégeant l'environnement dans les activités de plantation des arbres et des initiatives d'assainissement et qui vont éviter de jeter des déchets dans cette rivière parce que c'est la seule source d'eau qui peut être utilisée pour l'eau potable des habitants. Karl, est-ce que vous êtes de retour? Oui, je suis de retour. J'ai un problème de connexion Internet. Bon, une dernière chose que nous aimerions partager, c'est que pendant la cérémonie d'ouverture à gauche, un contrat de durabilité a été signé par la communauté dans cette zone, ce qui veut dire que la communauté est également responsable du maintien du système en bon ordre de fonctionnement. Et il serait bon de mentionner que Banyaman fait l'expérience de l'énergie solaire, même si le ciel est souvent couvert et qu'il pleut beaucoup. On produit suffisamment d'électricité, donc c'est quand même une solution durable, plus de dépendance à l'électricité et en évitant les coupes de courant. Donc, merci beaucoup de votre attention. Merci Karl et Alma pour cette belle présentation. Et maintenant, nous allons passer à l'Europe et en particulier l'Espagne, l'entreprise d'alimentation et assainissement des eaux de Séville. Monsieur Lucas Perea, qui est le directeur du département de coopération et des fonds. C'est un opérateur d'eau métropolitain qui dessert plus d'1,3 million habitants et le taux de couverture est de 100% pour l'eau et l'assainissement. Donc, Monsieur Perea, vous avez la parole. Donc, bonjour à tous ou bon après-midi. Merci à JWOPA et UN Habitat de m'avoir invité à participer. La ville de Séville est dans le sud de l'Espagne. C'est un climat méditerranéen très chaud. Aujourd'hui, on a 39 degrés déjà et nous savons que le changement climatique va nous affecter encore plus et que dans les 25 prochaines années, nous allons avoir une augmentation de la température de près de 5 degrés avec une réduction de 20% de la pluie et encore plus préoccupant, de 75% de réduction de l'eau qui arrive à nos réservoirs. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons déjà une modification de ce système de pluie et on voit que les pluies se concentrent dans des périodes très courtes de temps qui créent des inondations et qui alternent avec des périodes de sécheresse. De fait, en 2019, la mairie de Séville a déclaré l'urgence climatique. Pour cela, nous sommes vus obligés à compléter toutes les actions municipales avec un plan de 50 mesures de lutte contre l'urgence climatique. Certaines de ces mesures complètent certaines actions qu'on réalisait il y a depuis un certain nombre d'années. Quels projets, quelles actions nous sommes en train de mener à bien? Eh bien, point numéro 1, nous sommes en train de réduire l'eau qui arrive aux stations d'épuration et la manière dont elle arrive. Nous produisons l'eau
à travers des systèmes de drainage durables et nous réduisons la manière dont elles nous arrivent en incorporant dans nos réseaux des dépôts de rétention d'eau pluviale pour qu'elles arrivent de manière plus ordonnée et sans faire d'investissement si haut dans les systèmes d'assainissement. Des projets de réurbanisation chaque fois que nous renouvelons les réseaux d'eau pour avoir une ville plus durable en incorporant plus d'ombre, plus d'arbres, en utilisant des espaces pour la socialisation et en faisant des projets de manière participative, plus participative. Cela est lié aussi à l'utilisation du binôme eau-énergie. On unit toujours ce binôme, on tente de réduire la consommation énergétique de toutes nos installations, les stations d'épuration, de traitement, les pompages et aussi on décarbonise l'entreprise. Aujourd'hui d'ailleurs, 84% de la flotte de véhicules qui est susceptible d'être électrifiée l'a déjà été. D'autres actions, eh bien, nous réduisons les pertes des réseaux de distribution. Dans les 20 dernières années, nous avons réduit les pertes en distribution de 23 à 13%, ce qui améliore et qui nous permet d'affronter les sécheresses récurrentes toutes les 6 ans. Nous avons des périodes de 4 à 6 ans de sécheresse. De plus, nous avons fait un plan de gestion de la demande pour réduire la consommation d'eau. Et ça aussi, cela nous a créé une réduction de 36% de la consommation d'eau dans les 20 dernières années. Nous sommes passés de 175 litres en 98 à 212 litres. Aujourd'hui, nous avons dû créer un système de monétarisation de la qualité des eaux dans les barrages à cause de l'augmentation de la température qui affecte évidemment la qualité. Cela nous crée des algues, croissance de certaines bactéries qu'il faut contrôler. Et d'autre part, nous avons mis en œuvre un projet de captation d'eau souterraine et d'infiltration de l'aquifère des eaux superficielles dans des périodes d'excédent pour tenter de maintenir le niveau phréatique de manière aussi stable possible, ce qui nous sert pour avoir une source alternative d'eau. Tout cela nous permet de toucher le plus de gens possible de deux manières. D'une part, à travers nos campagnes de formation, nous avons créé un master en eau avec l'Université de Séville, avec une formation en ligne pour les différentes entreprises en société de l'eau. Et d'autre part, nous avons créé ce qu'on a appelé un observatoire de l'eau. C'est un système participatif de consultation, de gestion de l'eau où sont représentés tous nos groupes d'intérêt, si bien qu'on leur donne voix quand on leur présente le projet pour qu'ils donnent l'opinion de comment faire cette gestion, comment améliorer ces interventions dans différents aspects du cycle de l'eau que nous gérons. Bon, voici un petit peu l'idée générale des actions que nous menons à bien dans le sud de l'Espagne dans la lutte contre le changement climatique. Merci beaucoup. Merci Lucas pour cette présentation. Maintenant, nous allons conclure avec notre présentation des Caraïbes. Dominique de Doasco, notre 5e intervenant dans la région Caraïbes, et c'est Monsieur Bernard Etinoff, directeur général de la compagnie d'eau et d'égouts Dominica.
Bonjour, bonsoir à tous. Je suis très heureux de faire partie de ce panel. C'est tout à fait stimulant. Dominica est une île très tropicale, une petite île dans les Caraïbes. Nous sommes fiers d'être une île très naturelle avec beaucoup de rivières. Nous avons 365 rivières. Nous fournissons de l'eau à 98,5% de la population de l'île, ce qui est vraiment remarquable. Et nous fournissons aussi de l'eau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en utilisant différents systèmes. Nous maintenons les systèmes individuels dans les cas de problèmes. Nous sommes une île tropicale, donc nous avons des pluies importantes de 1800 à 5000 sur l'intérieur, dans l'intérieur de l'île, ce qui est significatif. Beaucoup de nos rivières sont rapides, même si on voit l'impact du changement climatique, on assiste à un déclin en eau. Et nous prenons des mesures, des rivières qui fournissent 10 millions de gallons d'eau par jour dans le passé, eh bien, on voit qu'ils sont passés à 6 millions. Et c'est significatif parce qu'on doit faire de la gestion, on essaie d'établir des partenariats avec le département des forêts qui est responsable de la gestion des forêts et aussi les gens de l'environnement, de la santé, de la culture pour éviter la pollution, minimiser donc l'impact sur les sources d'eau. Nous dépendons des eaux de surface. On n'a pas d'eau de profondeur. La plupart de nos systèmes sont basés sur la gravité, donc nos coûts d'énergie sont assez faibles. Nous avons vu un impact dans les désastres tropicaux comme les ouragans et les tempêtes. Erika, par exemple, qui a pris beaucoup de vies, qui a causé des pertes également matérielles. Et 2 ans plus tard, en 2017, donc, il y a eu un des plus grands ouragans en Dominica depuis de nombreuses années. Maria, c'était un ouragan de catégorie 5+. Beaucoup de pertes de vie. La plupart de nos systèmes ont été détruits. Nous avons perdu des routes d'accès. Nous avons perdu des tuyauteries à cause de glissements de terrain absolument dévastés. Les eaux sont devenues salées, c'est un des problèmes les plus importants pendant ces c'est plus très fort. Et nous avons également des sécheresses fortes. Nous avons quelques rivières, mais nous avons pu fournir de l'eau, mais nous avons remarqué un impact significatif sur nos sources et nous devons éduquer les gens pour réduire leur consommation d'eau. Donc voici quelque chose dont nous souffrons. Notre expérience pendant l'Erika et l'ouragan Maria, c'est il faut non seulement fournir de l'eau, mais assurer que les personnels, que nous prenons soin de notre personnel. Après l'ouragan Maria, nous avons eu des membres du personnel. Vous savez, 80% des toits des maisons sont partis, y compris notre propre personnel. Et malgré tout, ces gens-là sont venus travailler 2 jours après l'ouragan. Nous sommes rendus compte qu'il fallait faire quelque chose et nous avons distribué des vêtements
Et nos bureaux avaient été détruits aussi. On n'a plus trouvé quelqu'un qui préparait des repas chauds pour notre personnel. Et donc, nous avons incorporé cela à notre plan de continuité qui sont revus chaque année pour faire des provisions en cas de désastre et également pour nos personnels. Donc, il y a un comité de bien-être du personnel, éducation du personnel par rapport à n'importe quel événement. C'est nous permettre d'avancer et également de provision de sources alternatives d'eau pour fournir de l'eau à des communautés, ce qui veut dire qu'on a des réservoirs en plastique, des citernes en plastique alternatives de 5000 gallons. Nous avons commencé à les déployer en cas de désastre, là où elles seraient les plus nécessaires. Nous avons également des stations de filtration mobiles que nous pouvons fournir grâce à de nombreux partenaires et donateurs qui sont apparus après l'ouragan Maria. Avant cela, nous n'avions pas de camions citernes, nous en avons maintenant plusieurs qui permettent de fournir de l'eau aux communautés éloignées en collaboration avec Kawasa et la CWWE. Nous avons reçu du soutien des sociétés régionales et il faut que les régions fassent plus pour nous soutenir, pour se soutenir les uns les autres en cas de désastre climatique. Bon, donc, nous éduquons, comme je le disais, notre personnel par rapport au plan. Bon, je me rends compte que mon temps est écoulé, mais bon voilà, ce sont des choses que nous faisons et nous construisons plus de résilience dans nos systèmes. Merci beaucoup de votre attention. Eh bien, cher présentateur, il me semble je crois que c'est une vision globale fantastique. Tout a été très bien représenté. Je vérifie le chat. Il n'y a pas beaucoup de questions. Peut-être qu'on peut demander au présentateur pour ouvrir la discussion avant que le public général puisse intervenir. De quel support avez-vous besoin en tant que société face aux challenges auxquels vous faites face? Quelqu'un souhaite-t-il répondre à cette question? Une provision pour je crois que la plupart d'entre vous êtes des sociétés. De quel soutien avez-vous besoin pour pouvoir agir? Lucas, vous souhaitez répondre à cela? Eh bien, nous, pour faire face au changement climatique, l'une des choses que nous demandons, c'est d'unir les efforts des différentes administrations. La gestion de l'eau en Espagne est séparée. On a une administration générale de l'État qui s'occupe des grandes infrastructures. Ensuite, on a des administrations régionales, si vous voulez, qui ont des plans d'investissement également. Mais la gestion des rivières dépend d'autres administrations qui sont les confédérations hydrauliques.
Et en plus de cela, il faut ajouter que l'alimentation en eau ou la gestion du cycle de l'eau urbaine est compétence des municipalités. Donc à la fin, on a un conglomérat de différentes administrations qui sont responsables de la gestion de l'eau et cela complique nos opérations au jour le jour. Un autre point, c'est la digitalisation. La digitalisation de l'eau, pour nous, est un système qui permet d'améliorer les services donnés à l'usager, l'information dont on compte pour faire des systèmes plus résilients. Et c'est une des choses très génériques que nous avons vues dans les présentations des différents opérateurs. La capacité à dépasser une crise, à surmonter une crise, pouvoir donner de l'eau de qualité et être capable de fournir à nouveau ce service qui est un droit humain et nous devons être capables de prêter ce service rapidement après une crise climatique. Avec le changement climatique, eh bien, cela va être de plus en plus fréquent, donc nous devons être prêts et avoir des plans de risque d'inondation, des systèmes de potabilisation ou d'épuration des eaux autonomes du point de vue énergétique, réduire ses consommations. Je crois que ce sont certains aspects que nous devons travailler dans les entreprises prestataires, fournisseurs d'eau et partager la connaissance. C'est très important de partager la connaissance pour nous aider les uns les autres. Nous avons plusieurs projets de coopération en marche avec Jawapa. Nous avons des projets en marche avec l'Agence espagnole de coopération internationale pour que tout opérateur public de l'eau comme nous dispose des connaissances pour réaliser une gestion optimale du cycle urbain de l'eau. Merci, Monsieur Perea, pour ce feedback. John? Merci. J'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Lucas. Il y a 3 domaines qui sont vraiment critiques pour nous, sur lesquels nous devons nous centrer. Le premier domaine, c'est peut-être, sur le dernier point de Lucas, nous centrer sur la partage de connaissances. Et Jawapa est un grand exemple. C'est un groupe qui permet une expérience de pair à pair, peer-to-peer. Il y a des situations que nous expérimentons en Asie centrale qui peut être similaire à celle que quelqu'un connaît en Afrique de l'Est ou en Amérique du Sud. Et sans ces réseaux globaux, eh bien, je pense que l'apprentissage à un niveau global serait très difficile. Le deuxième domaine est de nous centrer sur les processus de prise de décision. Il est très facile, en particulier, de nous centrer sur les manques quotidiens. La vérité, c'est qu'on n'a jamais eu de données sur l'avenir. Et cela m'a frappé en écoutant chacun d'entre vous, c'est que chacune des sociétés fait face à des sécheresses et des inondations, et non pas l'une ou l'autre. Il y a beaucoup de choses qui changent, et ces changements sont en cours et vont durer pendant un certain nombre de décennies, et pouvoir penser sur comment prendre des décisions résilientes, même si on ne connaît pas l'avenir,
de prise de décision dans l'incertitude. Voilà, c'est ce que nous disons à Agua. Et cela représente un vrai changement par rapport à la manière dont les sociétés fonctionnent et comprendre comment incorporer et traiter cela comme une richesse plutôt que comme un problème est quelque chose de significatif. La dernière question que j'aimerais toucher est apparue en Argentine, concerne les finances, le financement. Comment alignons-nous la finance et les investissements avec nos sociétés? C'est vraiment une question fondamentale. Il est très facile d'assumer que le financement du climat va être la solution, qu'il va y avoir de l'argent qui va apparaître lorsqu'on voit les titres des journaux. Oui, 100 milliards de dollars. On dirait qu'il va y avoir beaucoup d'argent, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas beaucoup d'argent. C'est l'argent que nous dépensons est de 3 à 4 000 milliards de dollars. Donc, au lieu d'attendre et d'espérer que la finance climatique nous sauve, surtout dans les pays à revenus moyens, eh bien, il faut vraiment s'assurer que tous nos financements aux ressources existantes soient adaptés au changement climatique. Introduire le changement climatique dans nos flux financiers, cela veut dire qu'il faut parfois parler à nos responsables politiques et leur dire que tout ce qu'on fait doit incorporer la résilience. Merci. Merci, John, pour ce feedback. Anna, où on en est avec le temps? Bon, on est très bien. Vous pouvez continuer avec quelques autres questions. Gift, vous voulez intervenir? Est-ce que vous avez des contributions à faire? Nous n'entendons pas. Il y a 3 items. D'abord, c'est la question de la gouvernance du cadre, en commençant au niveau national et les usagers en bas. Systèmes de gouvernance doivent être parfaits. Et l'infrastructure, deuxièmement, en ce qui concerne les sociétés, les opérateurs, nous opérons dans des infrastructures très anciennes qui ont besoin d'être rénovées et adaptées aux demandes du changement climatique. Je vous donne un exemple à Livingstone. Notre infrastructure doit s'adapter au faible niveau d'eau de la rivière Zambèze parce qu'elle diminue. Donc, il faut s'adapter à ce type de scénario. Le dernier point, c'est renforcer la préparation à l'urgence, les plans d'urgence. Évidemment, là, il y a la question des ressources allouées, comme l'ont dit les intervenants préalables. Nous avons besoin de ressources pour faire face à tout cela. Merci, Gift. Bien sûr, Livingstone est... Bernard a levé sa main. Oui, encore une fois, je voulais ajouter quelques petites choses pour notre région qui est très petite. C'est vrai que nous avons une coopération, mais nous avons une coopération entre compagnies. Nous sommes une petite région et nous avons besoin
de rassembler nos ressources et d'avoir une réserve d'urgence disponible pour n'importe quelle société à tout le moment. Donc, nos institutions devraient trouver un mécanisme pour créer cela. Parce qu'on a un mécanisme de société à société, mais la question des assurances est importante dans la région. On n'arrive pas à trouver des assurances adéquates ou des systèmes, et cela peut nous affecter. En 2019, on a perdu 21 millions de biens. On a récupéré 9 millions, mais c'était vraiment fait par rapport à ce que nous avons dû dépenser. Et en ce qui concerne les leçons apprises, c'est la coopération locale avec la forêt et les communautés, la connaissance pour gérer la résilience dans le système. Merci. Merci Bernard pour ce feedback. Il y a peut-être d'autres questions concernant le rôle des partenariats, des opérateurs de l'eau. Bernard vient d'en parler. La coopération entre les pays voisins. Mais quel rôle pensez-vous que les partenariats des opérateurs de l'eau peuvent jouer en termes de financement climatique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir là-dessus? Peut-être que Karl et Alma pourraient dire quelque chose dans le contexte. Vous avez raison. Karl, est-ce que vous êtes là? On me dirait qu'il y a un petit problème avec votre micro. Nous n'entendons pas Mike. Karl, pardon, désolé. Alma souhaite intervenir, oui. Les partenariats entre Bio and Water Industry et l'international, ceux qui nous ont aidés beaucoup, et je voudrais mentionner aussi le partenariat avec le gouvernement local. Donc, en termes de financement, cela a été une responsabilité partagée. Sous forme de subventions, si vous voulez, et le district de l'eau a aussi partagé une partie de leurs actifs, si nous comprenons bien. Karl, souhaite-t-il intervenir? Je ne sais pas si on l'entend. Oui, merci. Vous avez effectivement parlé de l'aspect partage de coûts. Le soutien au projet peut témoigner de cela. Donc, comme je ne sais pas si Karl a quelque chose à ajouter. Oui, c'est clair. Désolé de mes problèmes d'Internet. On coopère dans ce programme de partenariat des opérateurs de l'eau. Je crois qu'il y a 14 partenaires dans le monde. On a pu mobiliser des fonds
de la Wildlife Foundation. Désolé pour le chat. C'est une fondation de clients aux Pays-Bas qui contribuent en petite quantité pour aider des sociétés de l'eau dans le monde. J'aimerais également mentionner, on parlait de partage des connaissances. En Philippines, il y a 3 projets. On a fait une masterclass sur les plans de réponse d'urgence et au plan de sécurité de l'eau. On les a donnés à tous les membres, tous les districts de l'eau des Philippines. Ça a été un grand succès. Et les districts qui ont participé ont pu élaborer des plans d'urgence pendant la durée de la masterclass qui a duré 4 semaines. Il y a beaucoup de connaissances disponibles et beaucoup de personnes intéressées et prêtes à partager ce savoir-faire dans le monde entier. Donc, contactez-nous si cela vous intéresse. Merci. Donc, en termes des réponses des sociétés. Qu'est-ce que les partenariats peuvent faire pour développer les capacités de réponse des sociétés par rapport aux problèmes qui ont été présentés ici? Je crois que c'est une question pour Monsieur Aziz au Pakistan. Vous êtes là, Monsieur Aziz? Monsieur Aziz, êtes-vous là? On dirait qu'il a un problème. Voyons, considérons une autre question qui a à voir des partenariats des opérateurs de l'eau. Qu'est-ce que ces partenariats? À quoi ressemblent ces partenariats? John, c'est pour John, si je ne me trompe pas, Anna. Cela dépend qui souhaite répondre à la question. Voilà, il me semble que Monsieur Aziz est de retour. Eh bien, le réseau des opérateurs au Pakistan comprend 15 sociétés dans le pays, dans toutes les provinces du pays. Et le partage d'informations, de connaissances est son objectif. Et à Lahore, on a fait beaucoup de choses pour économiser de l'eau. Il y a d'autres pays qui s'intéressent à ce que nous faisons et de la même manière à Lahore, nous sommes en rapport avec d'autres sociétés. Donc, une autre société, dans la ville de Madan, ont demandé à une société hongroise, si j'ai bien compris, et nous avons demandé à créer un partenariat avec cette société hongroise. Merci, Monsieur Aziz. Je suis sûr que nous pouvons examiner la possibilité d'apprendre de ces sociétés qui font l'expérience plus ou moins similaire du changement climatique. La troisième question pour la discussion est:
Nous n'avons pas entendu la dernière partie de la question. Ruben, je crois qu'on arrive à la fin de notre temps. Donc, tandis que nos participants passent à menti.com, que je viens de poster dans le chat, on aura une petite enquête pour tout le monde avec des questions très intéressantes. Donc, vous attend là, le link est dans le chat et le code est 761909. Donc, copier-coller et vous entrez dans Menti. Et tandis que nos participants s'y dirigent, John vous demande de répéter la question. Voilà, est-ce que vous pouvez répéter la question? Non, la dernière question est qu'est-ce que les partenaires des opérateurs de l'eau orientés vers le climat, à quoi ressemblent ces partenariats orientés pour le climat? À quoi ressemblent ces partenariats? Voilà. Et si c'est la question, je peux passer la parole à Francisca. Francisca. Merci Ruben. Merveilleuse modération. Je crois qu'on va répondre, on va accepter ces dernières questions et dans les prochaines semaines et mois, parce que c'est en fait la raison pour laquelle nous avons cette discussion aujourd'hui. Donc, nous aimerions maintenant conduire une enquête rapide pour avoir... on a un public pratique de gens intelligents qui non seulement réfléchissent mais agissent. Alors, allez à www.menti.com et mettez le code. Et nous avons déjà 24 répondeurs. Voilà, je les partage avec vous. Il y a 3 questions qui étaient prêtes pour vous. Vous pouvez y répondre à votre rythme. La première, nous voulions savoir quels étaient les événements climatiques seront celles qui vont avoir un impact sur votre région et vos sociétés. Surtout, vous pouvez en choisir une ou plusieurs. J'espère que toutes ne s'appliqueront pas à votre région. La première, ce sont les inondations. Deuxièmement, les sécheresses. Et on voit bien que la plupart de nos participants aujourd'hui, bon, même si c'est un petit peu biaisé parce que c'est le titre du webinaire aujourd'hui, donc nous avons l'augmentation du niveau de l'eau, tempêtes violentes, vagues de chaleur, incendies sauvages qui est le titre du webinaire de la semaine prochaine. Nous avons les glissements de terrain. Donc, et on voit qu'il n'y en a aucun qui soit vide. Donc, tous sont importants pour vous, tous ces événements climatiques, pour vous et pour vos sociétés. On a déjà 38. Voilà. Bon, passons à la question suivante. Bon, l'enquête est toujours ouverte, hein, vous pouvez répondre quand vous le souhaitez. La question suivante est à qui vous adressez-vous pour du conseil pour améliorer la résilience contre les risques climatiques et les impacts du changement climatique. C'est une échelle qui va de 0 à 10. Si vous choisissez 0, c'est que ce n'est pas significatif pour moi, et 10, c'est fort. C'est ma ressource, ma page, ma personne à laquelle j'ai recours. Évidemment, ce serait intéressant de savoir si vous avez des opérateurs pairs dans vos pays à qui vous adressez ou des opérateurs pairs dans d'autres pays.
organisations sectorielles, l'académie, des consultants experts et également les recherches sur le web. Et on voit que les personnes choisissent leur échelle et il semble que les opérateurs pairs dans le pays gagnent la course. Non, il me semble que les recherches sur le web sont en train de gagner la course parce qu'on a tous compris que le partage de connaissances et de savoir-faire est facilement trouvable sur Internet. Organisations sectorielles, opérateurs pairs aussi dans d'autres pays. 33 soumissions. Évidemment, tout cela sera disponible dans le package pour le webinaire 1 et le webinaire 2 pour que vous puissiez visiter. Donc, nous allons passer. Alors, le nuage. La question étant quel soutien les sociétés, de quel soutien ont besoin les sociétés pour se préparer aux risques climatiques, pour augmenter donc la préparation aux risques climatiques. Alors, s'il y a un mot-clé sur lequel vous cliquez plus qu'une fois, eh bien, on voit très clairement que finance et financement arrive numéro 1. Les fonds appartiennent à la même catégorie. Cela change rapidement, mais on a capacité, effectivement, données, soutien investissement, connaissances, leadership, réseau d'apprentissage, collaboration. Il y a différentes langues qui apparaissent, académie, plan de mitigation, de préparation, système d'alarme précoce. Bon, c'est génial, c'est riche. Merci pour toutes vos contributions. Et comme je l'ai dit, cela va être partagé avec vous tous. Et je vais maintenant revenir à la présentation pour une dernière diapo sur comment nous allons continuer parce que ce webinaire est le premier d'une série qui commence aujourd'hui. Donc, vous pouvez rester dans la discussion pour apprendre, partager et inspirer, qui est notre slogan. Les sujets à venir pour le volume 2 la semaine dernière, on se centrera sur la chaleur et les incendies sauvages. Pendant l'été, on aura des webinaires sur le développement circulaire ainsi que sur l'assainissement et les eaux usées. Et vous pouvez également utiliser partager vos histoires et vos apprentissages en utilisant votre hashtag Utility Climate Action. Vous pouvez compter là-dessus. Et ensuite, nous vous invitons à rejoindre le partenariat, la plateforme de collaboration de Guopa, qui est hosted par Facebook, pardon. Vous allez recevoir une invitation dans les 24 heures et vous pouvez créer votre propre profil sur Workplace. Vous pouvez écrire à des gens, ajouter des vidéos, des archives, ou réagir, commenter, etc. Et on va également prendre certaines des questions auxquelles on n'a pas répondu et continuer la discussion. Et avec cette dernière diapo, j'aimerais vous remercier. Merci, gracias, dans toutes les langues. Et nous invitons évidemment à le prochain webinaire
la semaine prochaine. Et avec cela, je vais clore la séance et vous souhaiter à bientôt. Merci à tous. Au revoir.